Quelles autres actualités ont retenu votre attention? Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait parler, j'en parlerai peut-être ultérieurement, le voyage de Kim Jong-un en Chine, où il a été reçu par le président Xi Jinping. Donc il y a des grandes manœuvres en ce moment en Extrême-Orient. C'est le grand retour de la diplomatie chinoise. Et là, pour le coup, c'est dans le sens inverse de ce que je disais tout à l'heure. On a le sentiment que les tensions s'apaisent du côté extrême-oriental, puisque Kim Jong-un a laissé entendre qu'il était en faveur d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et aussitôt, d'ailleurs, le président Xi Jinping a téléphoné ou envoyé un message au président américain Donald Trump pour le lui signifier. Et le président américain a dit qu'il se félicitait de cette évolution. Tant mieux, si on va vers la paix, c'est mieux. Je signale d'ailleurs au passage qu'on a l'impression que, s'agissant des États-Unis, on ne sait plus très bien sur quel pied lancer. On a l'impression que le président, la Maison-Blanche, a une politique étrangère, que le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat d'État, a une politique étrangère. Enfin, c'était le cas du temps de Rex Tillerson, qui n'est pas la même que celle du président, que peut-être le ministère de la Défense, le Pentagone, a sa propre politique étrangère, que des forces aux États-Unis ont leur propre politique étrangère, ce que certains appellent deep state, l'État profond, des forces, voilà, des lobbies, etc. Chacun aurait un peu sa politique étrangère. On a un peu l'impression que les États-Unis sont en train de devenir une espèce de douce anarchie ou de dure anarchie, c'est-à-dire où un peu tout le monde tire à hue et à dia. Et on le voit particulièrement bien avec la Russie, puisque sur l'affaire russe, M. Trump, le président des États-Unis, a pris la décision de chasser 60 diplomates russes, mais l'avant-veille, il avait présenté ses félicitations au président Poutine en prenant le contre-pied du département d'État qui lui avait conseillé de ne pas féliciter la réélection de Poutine. Et on a le sentiment qu'en fait, Donald Trump, fondamentalement, n'est pas d'accord avec les décisions qu'il prend. On a l'impression que Donald Trump s'entendrait assez volontiers avec Vladimir Poutine, mais qu'il est contraint et poussé dans les reins par des forces qui lui imposent de faire monter la pression en chassant ces diplomates par dizaines. Avec la Corée du Nord, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression qu'il y a au sein de l'administration américaine des gens qui seraient des faucons, qui voudraient aller de toujours plus dans la confrontation. Et puis le président Trump qui, lui, essaierait plutôt de calmer le jeu. Voilà. Avec la Corée du Nord, on a pu penser le contraire. Rex Tillerson était plutôt favorable au dialogue. Trump semblait défavorable. Depuis le départ de Rex Tillerson, maintenant on a l'impression plutôt que Trump est plutôt favorable à s'en discuter, en tout cas avec Kim Jong-un. Sur l'Iran, on a l'impression que Trump est favorable à discuter avec l'Iran et avoir une politique de discussion, mais qu'il est poussé dans les reins par une certaine force qui veulent lui faire avaliser la remise en cause de l'accord nucléaire avec l'Iran. En tout cas, c'est pour ça qu'il a, semble-t-il, chassé Rex Tillerson et qu'il a promu Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, au secrétariat d'État. Enfin, il faut que ce soit encore confirmé par le Congrès. Et puis également, la nomination comme conseiller à la sécurité de John Bolton, qui est alors vraiment quelqu'un qui est un pouce à la guerre. En tout cas, cette configuration des forces n'est pas du tout sympathique, n'est pas du tout agréable, et donc elle doit être suivie de très près. Je vais m'arrêter de parler ici de géopolitique. Je voudrais parler de choses un peu plus légères, quoique, de choses qui m'ont fait sursauter au cours des derniers jours. Je vais parler de souris et de rats. Souris, parce que j'ai vu que la Monnaie de Paris a décidé d'éditer 2 millions de pièces avec l'effigie de Mickey devant des monuments français. Alors il y a des pièces en or, en argent, une pièce de 200 € en or, mais qui ne vaudra pas 200 €, qui va se vendre peut-être 1000 €, d'autres en argent, etc., avec l'effigie de Mickey devant des monuments français. Alors moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la Monnaie de Paris fait ça. Ce que je sais, c'est que la Monnaie des médailles, c'était une des plus vieilles institutions françaises. Sauf erreur de ma part, la Monnaie de Paris a dû être créée sous François Ier. Dans l'inspiration, à l'époque, on s'est inspiré, les médailles de l'époque moderne sont réapparues à la Renaissance en Italie, avec l'un des premiers médaillistes étant Pisanello, avec les fameuses médailles avec le Malatesta ou le duc de Rimini. Enfin, les spécialistes connaissent. Donc,
La France de la Renaissance, ça a imité ça. Et puis on a eu, à l'époque classique, notamment sous Louis XIV, puis les monarques qui lui ont succédé, on a eu la fabrique des monnaies était l'un des experts mondiaux. C'est tellement vrai qu'en 1814 ou 1815, après Waterloo, lorsque la France a été envahie par des puissances étrangères, la Prusse, l'Empire des Habsbourg, la Russie, l'Empire russe et l'Angleterre, le Royaume-Uni, eh bien, il y a eu plusieurs des autocrates venus de l'Est qui sont venus à Paris. Je pense au tsar de toutes les Russies, je pense à l'empereur d'Autriche, je pense au roi de Prusse, et qui sont allés visiter la monnaie de Paris. Et il y a eu à cette occasion des médailles qu'on a appelées des anges de paix qui ont été frappées, et qui étaient le symbole même, avec le portrait d'ailleurs des monarques en question, de l'excellence de la gravure des médailles françaises. C'était vraiment notre très grande force. Ça a duré jusqu'au XIXe siècle, puis au XXe siècle, avec l'art nouveau apparu vers la fin du XIXe siècle. Et puis, d'ailleurs, Oscar Rotti, celui qui a dessiné la pièce de 1 franc et notamment le fameux rameau qui sert de symbole à notre mouvement politique, ce rameau de la paix, le rameau d'olivier, avait été gravé par Oscar Rotti, qui était l'un des principaux graveurs de la monnaie de Paris, sur la pièce de 1 franc apparue en 1897. À partir de 1925, c'est l'art déco qui s'est imposé, et puis des médailles magnifiques, notamment des médailles sur la France coloniale, sur les arts décoratifs, voilà. On a eu encore quelques graveurs dans la fin du XXe siècle, notamment une femme, Thérèse Dufresne, qui a fait des gravures, des médailles tout à fait remarquables. Et puis maintenant, il n'y a pratiquement plus de graveurs, il n'y a plus quasiment que des gravures par ordinateur, assez laides. Et alors, comme on le voit, non seulement laide et vulgaire, mais en plus de ça, c'est une colonisation mentale venue des États-Unis. Moi, j'aimerais savoir si aux États-Unis, il y a beaucoup de pièces avec, je sais pas, le portrait de Jeanne d'Arc ou de Charles de Gaulle. Certainement pas. Certainement pas. Ou avec Astérix, j'en doute également. Ou Obélix. Ça veut dire que dans la pensée de nos dirigeants, il n'y a pas de soumission encore suffisante à l'impérialisme culturel américain. C'est effroyable, je trouve ça indigne de la France d'avoir ce genre de médaille. Alors ça, j'ai parlé de la souris, Mickey. Je voudrais parler des rats. C'est une des pêches que j'ai vues circuler qui m'a quand même beaucoup frappé. Il y a de plus en plus de rats à Paris. Mais quand on dit de plus en plus, c'est de plus en plus. Il y a d'ailleurs quelques vidéos qui ont circulé sur Internet où on voit des personnes qui sont chargées de la salubrité publique dans des poubelles, des monceaux de rats vivants qui sont là. J'ai vu une évaluation, il pourrait y avoir à Paris plus de rats dans les égouts, dans les catacombes, que d'habitants dans la ville de Paris. Certains estiment qu'il pourrait y avoir 2 900 000 ou 3 millions de rats à Paris. Le pire étant que ça prolifère. Alors j'ai vu que certains trouvent ça finalement assez bien, parce que paraît-il que ça permet de nettoyer les parasites. Faut pas exagérer. On voit maintenant parfois, dans des rues de Paris, sortir des rats. Est-ce que vous imaginez ce que les touristes étrangers peuvent imaginer et peuvent penser lorsqu'ils voient un pareil spectacle? Donc il y a quand même une carence fondamentale de la mairie de Paris. La maire de Paris, Madame Hidalgo, qui paraît-il va être nominée pour candidater pour être la meilleure maire du monde. Non, ça va. Faut pas exagérer. Et ça vient avec tout le reste, avec l'augmentation phénoménale des amendes pour si vous garez votre voiture, même dans un stationnement autorisé, mais si vous avez oublié de mettre un ticket tel jour, ou si votre ticket est périmé, vous ramassez 50 € d'amende, et avec des sociétés privées qui tournent en permanence. C'est devenu l'enfer. Mais le plus beau de cette histoire, si j'ose dire, le pire de cette histoire, c'est que j'ai vu quelque chose que je ne savais pas. C'est qu'il y a une directive européenne, tenez-vous bien, qui a décidé, qui impose que les câbles électriques, or les câbles électriques, il y en a beaucoup, notamment dans les égouts, dans les catacombes. Il y a des câbles électriques qui relient
ne serait-ce que, je ne sais pas, le matériel public, les feux rouges, etc., mais qui relient, il y a beaucoup de canalisations électriques, eh bien, les directives européennes ont imposé désormais que les câbles électriques, au lieu d'être couverts de plastique, devront l'être avec de l'amidon de maïs. Donc, c'est politiquement, écologiquement correct. Tout le monde se réjouit, a priori, que ce ne soit pas du plastique. Sauf que, il se trouve que les rats adorent l'amidon de maïs. Alors que les rats ne mangeaient pas le plastique des câbles électriques, eh bien, les rats, donc, semble-t-il, risquent non seulement de manger l'amidon de maïs, mais donc de mettre des fils à nu, de provoquer des courts-circuits, avec tous les risques y attenants. J'ai vu ça dans la presse. Je trouve ça ahurissant à tous les égards. Qu'on laisse se développer des millions de rats dans la capitale, dans la ville lumière. 2, encore une fois, qu'on ait affaire à des technocrates complètement inconscients qui ne se rendent pas compte des effets contraires qui peuvent découler de certaines idées a priori satisfaisantes. Et si on impose l'amidon de maïs sur tous les câbles électriques dans tout le continent européen, bonjour pour la suite.